Malgré les énormes modifications apportées au cœur même du code génétique de ce grain, eh bien à aucun moment ne s'est posé la question du consommateur. Ce blé moderne est-il toujours propre à la consommation et favorable à notre santé ? Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 38e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors depuis la sédentarisation de nos ancêtres et le développement de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, les céréales ont pris une place de plus en plus importante dans notre alimentation. Cependant, comme nous allons le voir dans cet épisode, il existe de nombreuses raisons de limiter ou pourquoi pas même de supprimer les céréales de votre assiette afin d'être en meilleure forme sur le long terme. Donc nous allons voir tout cela dans une minute, mais avant de commencer, j'ai 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/38, le chiffre 38 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Donc pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en 2016, l'homme a produit 2577 milliards de tonnes de céréales. Alors même si 40% de cette production est utilisée pour nourrir le bétail dans le monde, cela nous laisse encore plus de 1546 milliards de tonnes de céréales pour la consommation humaine. Et en moyenne, un Français va consommer environ 70 kg de blé par an. Donc les produits céréaliers sont vraiment la base de l'alimentation dans de très nombreux pays, et cela quel que soit leur niveau de développement. Ce qui va changer par contre, c'est la façon dont nous allons les consommer et leur niveau de transformation. Dans certains pays, les céréales seront consommées de façon plus brute, alors que dans d'autres, ils seront bien souvent transformés de multiples façons par l'industrie agroalimentaire. Mais le truc, c'est que quel que soit leur aspect et leur niveau de transformation, les céréales restent des céréales et elles peuvent avoir un impact majeur sur votre santé et votre apparence, surtout lorsqu'elles sont consommées en grande quantité et sur de longues périodes. Nous allons donc passer en revue l'ensemble des points qui méritent votre attention, mais avant cela, faisons un petit retour en arrière pour que je puisse vous parler de l'évolution du blé au cours des derniers siècles. Vous le savez, il existe un grand nombre de céréales, mais celle que l'on retrouve le plus communément dans notre alimentation reste le blé. Cette graine que nous consommons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que pouvaient manger nos ancêtres il y a 10 000 ans. Et plus inquiétant encore, elle n'a même plus rien à voir avec celle que pouvaient manger nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Faisons un petit retour en arrière. Durant des millions d'années, l'homme a mangé de l'engrain, aussi connu sous le nom de petit épeautre. Celui-ci a ensuite évolué en amidonnier suite à un croisement naturel entre l'engrain et les gilopes. Ce furent les céréales de base de l'alimentation humaine durant des millénaires. Ensuite, l'amidonnier s'est lui-même croisé naturellement avec une autre espèce, donnant ainsi naissance à un nouveau type de blé, le T. aestivum, qui est la version la plus complexe et la plus proche du blé moderne. Cette espèce ayant des propriétés intéressantes pour sa préparation et sa cuisson, elle finira par éclipser l'amidonnier et les autres espèces de blé et n'évoluera que très peu au cours des siècles suivants. Mais le moment où tout a basculé, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait trouver une solution pour faire face à la famine mondiale. Il fut alors nécessaire d'augmenter la productivité et le rendement des champs de blé. Et cela a pu se faire grâce à la mécanisation de l'agriculture, mais aussi et surtout grâce au croisement et à l'hybridation des espèces entre elles. Et ainsi, au cours des 60 dernières années, le blé a connu des modifications considérables de son code génétique et des milliers de nouvelles variétés de blé ont fait leur entrée dans les réserves alimentaires. Ces variétés ont été créées avec 2 objectifs principaux. Premier objectif, améliorer certaines caractéristiques du blé lors de sa production. Le blé est devenu plus résistant aux maladies, à la sécheresse ou à la chaleur.
il s'est véritablement métamorphosé, sa tige est devenue plus courte et plus résistante aux intempéries, le grain est découvert pour pouvoir être récupéré plus facilement. Et finalement, ces métamorphoses ont permis de répondre aux exigences d'une production à grande échelle tout en réduisant les coûts de production et en améliorant le rendement. Et enfin, le deuxième objectif, c'est celui d'améliorer certaines propriétés du blé lors de sa transformation. Faire en sorte qu'il soit plus élastique, plus maniable, plus résistant, qu'il ait une meilleure capacité à gonfler. Et tout ça, pour permettre à l'industrie agroalimentaire de produire plus facilement toutes sortes de produits de notre quotidien. Et donc finalement, l'apparition de ces nouvelles variétés a été et continue d'être extrêmement rentable pour tout le monde. Les céréaliers, les groupes de chimie qui proposent des engrais et des pesticides sans lesquels le blé ne peut plus survivre dans la nature, ou encore les professionnels de l'industrie agroalimentaire qui peuvent proposer des produits transformés à partir d'une matière première très peu coûteuse. Et cependant, malgré les énormes modifications apportées au cœur même du code génétique de ce grain, à aucun moment ne s'est posé la question du consommateur. Ce blé moderne est-il toujours propre à la consommation et favorable à notre santé ? Lorsque l'on voit l'évolution de la santé au niveau mondial, on est en droit de se poser la question. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la suite de ce podcast. Donc parlons tout d'abord du premier point, qui est celui du gluten. Alors le gluten, c'est une protéine que l'on retrouve dans le blé, mais aussi dans de nombreuses autres céréales. Le blé moderne a été modifié pour faciliter sa transformation. Et pour cela, les scientifiques ont augmenté la quantité de gluten contenue dans le blé, car celui-ci a des propriétés intéressantes lors de la levée du pain et de sa cuisson. Le blé moderne, comparativement aux espèces d'il y a quelques dizaines d'années, contient 3 fois plus de gluten. Un gluten présent en plus grande quantité est plus performant pour sa transformation. Autant de modifications qui le rendent de moins en moins assimilable par l'intestin humain. Et depuis quelques années, le gluten est un mot de plus en plus présent dans notre quotidien. La prise de conscience de ses effets sur l'organisme se fait petit à petit, même si de nombreuses personnes continuent de penser qu'il ne s'agit que d'un effet de mode sans véritable fondement. Pourtant, il suffit de lire les témoignages de millions de personnes se sentant mieux après avoir arrêté de consommer du gluten. Cela devrait être suffisant pour se remettre en question et accepter l'idée que le gluten peut ne pas être adapté à tout le monde. Et je dirais même que consommer du gluten peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Mais la difficulté réside dans le fait qu'il est quasiment impossible de ne pas manger de gluten, sauf si vous le décidez vraiment. Et l'autre problème, c'est qu'il est extrêmement compliqué de réussir à identifier les effets qu'ils peuvent avoir si l'on se base uniquement sur les symptômes ressentis par la personne qui va être malade ou simplement gênée. Car en effet, en cas de sensibilité au gluten, les symptômes peuvent être les suivants. Maux de tête, ballonnement, gaz et problèmes de digestion, eczéma, allergies, troubles du sommeil, fatigue, stress, etc. Et bien entendu, il s'agit d'une liste non exhaustive qui pourrait être beaucoup plus longue tant les effets négatifs du gluten sont variés. Le souci réside dans le fait que ces troubles peuvent être causés par une multitude de dérèglements dans votre corps et que bien souvent, l'intolérance ou la sensibilité au gluten n'est détectée qu'après des mois, voire des années de souffrance. Un autre cas de figure, plus grave celui-ci, concerne les personnes qui sont véritablement intolérantes au gluten. Et en cas d'intolérance, vous risquez de souffrir de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune où votre propre corps décide de se battre contre lui-même. Votre organisme s'attaque alors à vos intestins qui peuvent être définitivement endommagés si cette situation perdure trop longtemps. Une intolérance au gluten entraîne bien évidemment de nombreux problèmes gastro-intestinaux, mais pas seulement. Donc parmi la liste des problèmes gastro-intestinaux, on peut citer par exemple le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, le reflux gastrique et les brûlures d'estomac, des symptômes digestifs tels que les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Ça entraîne aussi des problèmes de peau tels que l'eczéma, l'urticaire, l'acné ou des aftes. Il peut y avoir aussi des problèmes d'humeur et de troubles psychiques, donc état déprimé ou dépression, déficit et troubles de l'attention, autisme, anxiété, schizophrénie, problèmes de concentration. Et aussi, il y a tout un tas d'autres problèmes qui peuvent survenir, tels que des maux de tête, migraines, insomnie, hypoglycémie, infertilité, fatigue, manque d'énergie, anémie, asthme, surpoids ou difficulté à prendre du poids, douleurs aux muscles et aux articulations, crampes musculaires, ostéoporose, déficience nutritionnelle, etc., etc. Cependant, la liste ne s'arrête pas là, et il semblerait aussi que le gluten soit impliqué dans d'autres maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques ou le diabète de type 1.
Les maladies suivantes pourraient elles aussi être reliées au moins en partie à la consommation de gluten. On peut parler de l'hypothyroïdie de type Hashimoto, qui est la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie, l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le lupus, la narcolepsie ou encore le vitiligo. Donc si vous avez certains de ces symptômes ou d'autres et que vous voulez savoir s'ils sont à imputer à votre consommation de gluten, eh bien pour en avoir le cœur net, il vous suffit de ne plus en consommer pendant une période d'au moins 30 jours. Et en fait, cette période de 30 jours devrait être suffisante pour 1. Voir si vous vous sentez mieux et constater la disparition ou au moins l'atténuation de certains de ces symptômes s'ils sont liés au gluten. Et 2, eh bien, vous pourrez aussi voir si ils réapparaissent lorsque vous décidez de réintroduire le gluten dans votre alimentation. Donc, comme on l'a vu, le gluten se trouve principalement dans les céréales. Et voici la liste des principales céréales que l'on retrouve dans le commerce. Donc, parmi les céréales avec du gluten, on retrouve le blé, l'épeautre, l'orge, le froment, le kamut, le seigle et l'avoine. Et parmi les céréales sans gluten, on retrouve le riz, le maïs, le millet et le sorgho. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit complément d'information. Notez que le quinoa, l'amarante, le sarrasin et les graines de chia sont des pseudo-céréales et qu'elles ne contiennent pas de gluten. Malheureusement, la liste des produits contenant du gluten est loin de s'arrêter là, car en plus d'avoir des propriétés intéressantes pour la confection de pain et diverses pâtisseries, eh bien le gluten est aussi un excellent exhausteur de goût, épaississant et stabilisant. Et donc ce sont autant de propriétés et de qualités qui sont indispensables à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire. Et donc pour faire simple, il est fort probable que la majorité des aliments transformés que vous achetez au supermarché contiennent du gluten. Bon, par exemple, si je vous dis qu'il y a du gluten dans les céréales du petit déjeuner, dans les pains, les pâtes, bon là, ok, vous n'allez pas être étonné. Mais vous le serez peut-être un peu plus en apprenant qu'il y en a aussi dans les plats transformés de viande ou de poisson, dans les soupes et les potages, dans les préparations de légumes, qu'ils soient en conserve ou surgelés, dans la mayonnaise, les fromages à tartiner, la charcuterie, les chocolats ou encore dans les glaces industrielles. Bon, alors là, vous dites probablement, ok, c'est bon, j'ai fini le grand déballage. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Parce que sachez que du gluten, il y en a aussi dans les rouges et dans les baumes à lèvres, dans les produits cosmétiques, dans les gélules, dans les cols de timbre ou encore sur les enveloppes non adhésives. Bref, vous l'avez compris, la recommandation ultime pour éviter le gluten est 1. De lire attentivement les étiquettes de l'ensemble des produits transformés que vous achetez et de 2. Eh bien, de privilégier les produits frais et non transformés et cuisiner vous-même vos repas. Alors vous allez me dire, comment je fais au quotidien ? Alors la solution pourrait être de vous tourner vers les produits sans gluten, mais malheureusement la réponse n'est pas si évidente, car le premier point bloquant concerne l'indice glycémique de ce type de produit, où la farine de blé est remplacée par de la farine de riz, de pois chiches, de châtaigne ou encore de la fécule de pommes de terre. Manger des biscuits sans gluten ne devrait pas avoir d'impact sur vos intestins ou autres symptômes, mais il n'empêche que ceux-ci vont déclencher une réponse glycémique qui mène à la prise de poids ou qui bloque le processus de perte. Et le deuxième point, eh bien, ça concerne l'esprit de votre alimentation. Faire des changements dans votre alimentation, ce n'est pas faire une croix définitive sur la pâtisserie ou les gâteaux apéritifs, mais c'est tout de même prendre conscience que ces aliments ne fournissent pas à votre corps tous les nutriments dont il a besoin. Et ainsi, il peut être intéressant d'accepter l'idée que ces aliments seront des exceptions et des petits plaisirs que vous allez vous accorder de temps en temps, mais qu'ils ne doivent pas forcément faire partie de votre quotidien. Et ainsi, remplacer une mauvaise habitude qui pourrait être par exemple le fait de manger un paquet de gâteaux le soir lorsque vous rentrez du boulot par une autre alternative qui serait sans gluten, eh bien, ce serait sûrement moins pire pour votre corps, mais clairement, ce n'est pas une solution sur le long terme. Et c'est pourquoi je vous recommande plutôt d'éviter les produits sans gluten et de prendre conscience de vos habitudes alimentaires, celles qui ne vous aident pas à aller dans le sens de vos objectifs, afin de pouvoir travailler dessus et de les faire évoluer dans le bon sens. Et enfin, avant de passer au point suivant, eh bien, je voudrais juste savoir si vous avez déjà entendu parler des lectines. Je viens de vous parler du gluten pendant plusieurs minutes, donc je vais être bref, mais sachez toutefois que lorsque vous mangez des céréales, vous ingérez aussi des lectines, une autre protéine qui a la capacité de se lier aux cellules de l'organisme et d'en affecter le bon fonctionnement. Et donc lors de la digestion, eh bien celle-ci abîme la paroi intestinale et la rend
perméable. C'est une situation fâcheuse qui est bien souvent à l'origine de maladies auto-immunes, car le corps est alors obligé de s'attaquer à ses propres cellules pour tenter d'éliminer les lectines. Donc parlons maintenant de l'impact des céréales sur votre glycémie. Nous avons déjà parlé de cette notion de glycémie dans les précédents épisodes du podcast. Donc petit rappel rapide pour ceux qui auraient déjà oublié. Un aliment avec un indice glycémique élevé va fortement augmenter votre taux de glucose sanguin. En réaction, votre foie est alors obligé de produire une grande quantité d'insuline, qui est l'hormone qui va convertir une bonne partie de ce sucre en graisse, puis le stocker. Et ce yo-yo permanent de votre glycémie joue donc un rôle essentiel sur votre prise de poids, mais aussi sur votre niveau d'énergie au cours de la journée. Il impacte aussi votre humeur et votre santé sur le long terme. Le sucre blanc que l'on retrouve dans le commerce a un indice glycémique de 68. Est-ce que vous connaissez des aliments qui ont un indice glycémique équivalent ou supérieur au sucre ? Eh bien, bingo, je suppose que vous l'avez deviné, les produits céréaliers font partie des grands gagnants. Puisque par exemple, la baguette blanche a un indice glycémique de 95, le pain de mie blanc a un indice glycémique de 70, ce sera pareil pour les céréales du petit déjeuner qui ont des indices glycémiques compris entre 70 et 80 en fonction des marques. On peut aussi parler du croissant qui lui va avoir un indice glycémique de 67. Bref, tous ces produits sont des dérivés du blé et vous avez compris que je vous recommande de l'éviter au maximum, notamment à cause du gluten qu'il contient. Cependant, sachez que les produits sans gluten font partie eux aussi des gagnants car ils sont bien souvent composés des produits suivants. De fécule de pommes de terre qui a un indice glycémique de 95, de la farine de riz blanche qui a un indice glycémique de 85 ou la farine de riz complète qui a un indice glycémique de 75. On peut parler aussi de la farine de maïs qui a un indice glycémique de 70 ou la farine de châtaigne qui a un indice glycémique de 65. Et donc les produits transformés sans gluten qui utilisent ces farines sont eux aussi hyperglycémiants et donc à éviter autant que possible. De plus, vous avez sûrement déjà entendu parler du fait qu'il est préférable de manger des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées. Ces premières sont censées être meilleures pour la santé. Pourtant, ce conseil n'est pas forcément très adapté si on adopte ce point de vue de l'indice glycémique, car une céréale, finalement, qu'elle soit complète ou raffinée, reste une céréale et son impact sur la glycémie sera plus ou moins le même. À titre d'exemple, sachez que le pain de mie blanc a un indice glycémique de 70, tandis que le pain de mie complet, lui, a un indice glycémique de 71. Donc lorsqu'elles sont consommées durant de nombreuses années, les céréales complètes, à travers leur effet sur la glycémie, favorisent l'apparition de maladies intestinales, du diabète, de maladies cardiovasculaires, de la fragilité osseuse ou encore du vieillissement prématuré des cellules. Donc parlons maintenant de la faible densité nutritionnelle des céréales. Si l'on compare la densité nutritionnelle des céréales par rapport à ce que peut vous apporter un régime riche en viande, poisson, fruits de mer, œufs, légumes, fruits et autres bonnes graisses, alors il n'y a pas photo. Même sans manger de céréales, vous avez accès à l'ensemble des nutriments dont votre corps a besoin. Et à titre de comparaison, ce ne sera pas le cas avec un régime alimentaire standard où quasiment 50% des calories ingérées viennent des céréales. Vos repas seront alors moins riches en vitamines, minéraux et acides gras. Et si vous ne portez pas une attention particulière à vos apports, alors vous risquez d'avoir des déficits si votre alimentation repose principalement sur les céréales. Ceci explique notamment pourquoi les personnes qui suivent une alimentation sans protéines animales doivent avoir une supplémentation ou consommer des produits enrichis en vitamine B12 par exemple, et il est aussi commun de constater des déficits en vitamine A, en vitamine C, en fer ou en zinc. Après, l'autre souci vient du fait que ces suppléments sont en général moins bien assimilés par votre corps que leurs équivalents naturellement présents dans les produits frais. Et enfin, il y a toujours cette idée que chaque jour, vous ne pouvez consommer qu'une certaine quantité d'aliments. Même si vous êtes un gros mangeur, il y a forcément un moment où vous allez être plein. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi faire reposer votre alimentation sur des aliments ayant un intérêt nutritionnel moindre, alors que vous pouvez vous faire du bien chaque jour, à chaque repas, avec des produits frais et parfaitement assimilés par votre corps. Parlons maintenant des antinutriments qui jouent contre votre santé. À mes yeux, les céréales sont loin d'être parfaits pour mériter la place qu'elles occupent actuellement dans l'alimentation de la plupart des Occidentaux. Mais en plus de cela, sachez que lorsque vous mangez des céréales, vous ingérez aussi des antinutriments.
Donc on les retrouve dans tous les types de céréales. Le blé bien entendu, mais aussi le seigle, l'avoine, l'orge, le millet, le riz, le sorgho, etc. Et ces antinutriments sont problématiques car au moment de la digestion, ils vont se lier à des minéraux essentiels tels que le calcium, le magnésium ou encore le zinc. Et ces minéraux deviennent alors trop gros et ne sont plus biodisponibles pour votre organisme. Ils passent donc à travers votre corps sans que celui-ci n'ait eu la moindre opportunité d'en bénéficier. Et je viens de vous parler à l'instant des produits céréaliers complets, soi-disant meilleurs pour la santé. On les retrouve ici aussi, car les céréales complètes sont celles qui contiennent le plus de ces antinutriments. Plus vous en consommez, moins vous aurez de chances de fournir à votre corps les éléments dont il a besoin au quotidien. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est celui des effets des céréales sur votre cerveau. Cela va peut-être paraître excessif aux yeux de certains, mais les études sont claires. Lorsque nous consommons des céréales de façon régulière, et bien souvent à chaque repas, il y a une véritable dépendance qui s'installe. Et cela est dû aux peptides qui sont contenus dans les produits céréaliers et qui s'infiltrent dans votre cerveau et vont se fixer sur les récepteurs aux opiacés et qui fournissent votre petite dose de bien-être, de bonheur ou de réconfort, appelez-la comme vous voulez. Et d'ailleurs, si cette dépendance n'existait pas, il ne serait pas si compliqué d'arrêter du jour au lendemain de manger des produits céréaliers. Près de 30% des personnes qui arrêtent de manger du blé montrent des symptômes de sevrage tels que une fatigue extrême, de la confusion mentale, des difficultés à travailler ou à étudier, voire de la dépression. Et ces symptômes finissent par disparaître après quelques jours. Mais ils peuvent aussi être immédiatement soulagés, entre guillemets, en mangeant quelques biscuits ou ce muffin qui fait alors tant envie à ces personnes. Preuve s'il en est que c'est bien au blé et aux céréales que nous sommes accros et que ce n'est pas simplement une envie de se mettre quelque chose sous la dent. Et plus grave encore, consommer des céréales et le gluten qui va avec est associé à la démence et au dysfonctionnement du cerveau. Il déclenche une réponse immunitaire qui s'infiltre dans la mémoire et dans l'esprit. Donc pour terminer cet épisode, j'ai juste envie de vous partager mon histoire personnelle vis-à-vis des céréales. Dans mon cas, il est clair que je ne souffre pas d'une intolérance aux céréales ou au gluten qu'elles contiennent. Cependant, s'il y a bien une découverte que j'ai pu faire depuis que j'ai adapté mon alimentation, c'est l'effet des céréales sur mon corps et mon esprit. Aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de manger une pizza ou de prendre un petit déjeuner de type pain au chocolat et baguette, alors je sais d'avance que je vais en payer le prix durant les 24 à 48 heures qui suivent. Toute consommation de céréales entraîne chez moi des soucis de digestion, des maux de tête et de la fatigue. Je sais aussi que durant les jours à venir, j'aurai plus de difficultés à me concentrer et à me motiver pour avancer sur mes projets ou encore pour aller faire du sport. Et enfin, manger ne serait-ce qu'une fois des céréales, c'est aussi rappeler à mon cerveau le côté addictif qu'elles peuvent avoir et donc ouvrir une brèche pour ensuite craquer sur d'autres aliments de réconfort, notamment les produits industriels sucrés tels que les biscuits, les bonbons, la pâte à tartiner, etc. ou les produits industriels salés tels que les chips, les gâteaux apéritifs, la charcuterie, etc. Donc, bien entendu, cela reste mon expérience et elle m'est personnelle. Est-ce que cela veut dire que je vous recommande formellement de faire pareil et de limiter fortement les céréales dans votre alimentation? Pas forcément. Et en tout cas, pas tant que vous n'aurez pas testé par vous-même si les céréales ont un impact positif ou négatif sur votre poids, sur votre niveau de forme, votre concentration ou sur votre tendance à craquer sur des aliments qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Donc si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous invite à vous rendre sur le site alimentationidéale.com où sur ce site, je vous partage le protocole à suivre étape par étape pour faire ce test sur une période de quelques semaines seulement. Et si en plus je vous dis que ce protocole vous permet de perdre du poids, de faire le plein d'énergie et de prendre soin de votre santé sur le long terme, alors je suis sûr que vous aurez envie d'en savoir plus. Donc je vous retrouve tout de suite sur le site alimentationidéale.com et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!